Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce journal. Nous ouvrons cette édition par du compte rendu du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un compte rendu de la communication et médias porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. On l'écoute. Le président de la République a chargé le gouvernement à renforcer ses capacités à répondre urgemment et efficacement à des situations de crise humanitaire en mettant de ressources matérielles et financières nécessaires à la disposition des structures d'alerte et de réponse et spécialement de la Caisse des solidarités nationales et des gestions humanitaires de catastrophes, tel qu'il avait souligné lors de la 108e réunion du Conseil des ministres du vendredi 11 août 2023. En effet, la situation humanitaire actuelle de notre pays est caractérisée par les déplacements massifs de populations dans l'Est suite à la guerre d'agression rwandaise et des supplétifs du M23. À côté de l'activisme de groupes armés, il y a aussi des catastrophes naturelles telles que les inondations de pluies diluviennes, des naufrages récurrents sur le fleuve et ses affluents, ainsi que des incendies ou encore des glissements des terrains. À ce fait, sous la coordination de la Première ministre en cette période de fin d'année où les prévisions météorologiques annoncent de pluies excédentaires à travers toute la province, il a engagé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et le ministre de la Solidarité nationale à présenter en 15 jours un plan d'urgence de gestion des crises et des catastrophes pour les 3 prochains mois. Le président de la République est profondément préoccupé par la situation tragique des enfants victimes et témoins des conflits dans la partie est de notre pays. Ils sont non seulement victimes directes des conflits, mais aussi des témoins des scènes tragiques qui marqueront à jamais leur vie. Plus de 58 personnes affectées par les conflits sont des enfants. Il est revenu sur sa rencontre cette semaine avec certains de ces enfants qui ont effectué le voyage de Goma pour le match de la paix pour qu'ils les écoutent et qu'ils prennent des mesures qui s'imposent. Ils étaient porteurs d'un message souhaitant que la paix revienne urgemment dans leurs territoires respectifs. Ces enfants aspirent à retrouver leur maison, à vivre en sécurité et à bénéficier des droits fondamentaux qui leur sont reconnus. Il est par conséquent essentiel que des mesures appropriées soient prises dès maintenant pour ne pas compromettre l'avenir de cette jeunesse. Pour ce faire, le président de la République a engagé sous la coordination de la Première ministre, la ministre des Droits humains, la ministre des Affaires sociales, la ministre du Genre, Famille et Enfants, ainsi que la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, à envisager, avec le concours des autres ministères concernés et des personnes ressources, la mise en place d'une politique nationale qui garantira une prise en charge adéquate de cette génération afin de leur offrir de véritables alternatives pour leur avenir. Il est attendu une présentation de la note conceptuelle de cette politique à la fin de juin 2025. Présenté et défendu par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, les projets de loi autorisant la... Et puis, la plénière de samedi 7 décembre a adopté la prorogation de l'état de siège. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a donné la parole aux représentants sortissants des Bénin. Ces derniers ont déploré les tueries répétitives dans leur région. Des précisions dans ce reportage. Présenté et défendu par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, les projets de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri a été adopté le samedi 7 décembre 2024 par l'Assemblée nationale. C'est sans débat que les représentants du peuple ont voté ces textes à la suite d'une motion du député national Alfred Dibandi Nzondomio. Cet élu du peuple a estimé que la plénière devait attendre le rapport de la mission d'évaluation de l'état de siège effectué par la première ministre Judith Suminwa Tuluka dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, mission au cours de laquelle elle était accompagnée de quelques élus nationaux. 320 députés nationaux ont voté pour, 47 ont voté contre et un s'est abstenu. Notant que pour une première fois en pleine séance plénière, le speaker de la Chambre basse du Parlement a donné la parole aux représentants des ressortissants des Bénin présents dans la salle des plénières, premiers concernés par cette mesure. Pourquoi est-ce que nous sommes ici? Depuis 2021,
Avant d'abord l'instauration de l'état de siège, les EDF n'avaient jamais tiré à Mangina, ils n'avaient jamais tiré à Katanda, ils n'avaient jamais tiré à Kabasha, à Kalunguta, ils n'avaient jamais tiré dans les territoires de Loubert, ils n'avaient jamais tiré dans les territoires de Mambasa, avant l'état de siège. Mais aujourd'hui, ils ont non seulement élargi leur champ d'action pendant l'état de siège, alors que tous, nous savons que l'état de siège était restauré pour ramener la paix. C'est pourquoi nous vous demandons, très chers représentants et chers présidents de l'Assemblée nationale, de pouvoir songer à la question de Beni. Plusieurs motions d'information ont été également lues par les députés nationaux. Il s'agit de la situation de la sécurisation des agents de la RTNC, l'insécurité dans la province de Kwango, l'insécurité au plateau de Bateke, la situation sanitaire autour de la pollution de l'air à Kinshasa, la situation sécuritaire et les tueries dans les mines à Mwenga, la situation des embouteillages sur la RN1 tronçon Kinshasa-Matadi et la situation des catastrophes naturelles après les pluies diluviennes à Wamba, Butembo, Matadi et autres. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a promis aux parlementaires de transmettre au gouvernement les sons des cloches de la population traduits par ces différentes motions d'information lues par leurs élus légitimes. La Constitution de la République démocratique du Congo a 18 ans. Quelle perspective? C'est le thème de la journée scientifique organisée à l'occasion de la sortie du numéro spécial de la revue africaine de la démocratie et de la gouvernance. Un reportage de Robert Ndaye. La Constitution de la République démocratique du Congo a 18 ans, quelle perspective? C'est le thème de la journée scientifique organisée dans la salle de spectacle du Palais du Peuple, pleine à craquer à l'occasion de l'apparition du numéro spécial de la revue africaine de la démocratie et de la gouvernance. Dans sa casquette de scientifique, le professeur André Mbatabe Toukoumé Soumangu, directeur exécutif de l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, le développement et la paix en Afrique, entouré d'un panel de professeurs et scientifiques, ont abordé la question de la révision ou du changement de la Constitution sans aller par les dos de la cuillère. Une journée scientifique marquée par la présentation d'une variété d'articles contenus dans ce numéro spécial de la revue, suivi d'un débat très enrichissant sur les vraies motivations de la révision ou du changement de la Constitution. Tout le monde a expliqué aujourd'hui que notre Constitution est révisable. Il faut vraiment n'avoir aucune notion de droit pour s'opposer. La Constitution prévoit que l'initiative peut venir du président de la République, du Parlement, des deux chambres, du gouvernement ou d'une fraction de la population de 100 000. Cette revue a été portée sur les fonds baptismaux par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Jean-Claude Chilumbaï, le professeur Isidore Ndaiwel, Adolphe Lumanou, André Mbata, le professeur Gaspard Gondankoy, Placide Mabaka, Charles Odiko, Janvier Lemaire. Tous ont reconnu de la nécessité de réviser la Constitution actuelle 18 ans après, à la lumière de recherches effectuées auprès de la population. La révision ou le changement de la Constitution, ou la révision, on a presque noté ici que tout le monde est d'accord que la Constitution elle-même prévoit sa révision et qu'elle est révisable. Si certains ont reconnu un intérêt pertinent pour un changement constitutionnel, d'autres panélistes ont souligné l'urgence de réformer profondément la Constitution pour l'adapter aux réalités congolaises. Dans le même chapitre, l'honorable Bossé Kota, l'élu de Boundé, a sensibilisé sa base sur la révision de la Constitution et sur la défense de la souveraineté nationale pour une paix durable. Marthe Mangaza, reportage. Le changement ou la révision de la loi fondamentale bouscule en ce moment tous les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Boundé, avec son fils de terroir, l'honorable Bossé Kota, qui au nom du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo présente les remerciements quant à leur élection. Bossé Kota n'est pas passé par les dos de la cuillère pour démontrer à sa base l'importance capitale de revoir cette constitution qui détient des articles non bénéfiques au peuple congolais, mais plutôt pour les intérêts des étrangers. De tels articles doivent tomber, a-t-il martelé. L'actualité politique du pays est aujourd'hui dominée par la révision de la Constitution, surtout en ses articles 51, 54 et 217 qui défendent la souveraineté nationale.
Élu à la députation nationale par la même population des Boendi au terme du scrutin combiné de décembre 2023, l'honorable Bossekota est venu dire de vive voix merci à ses électeurs, les électeurs du chef de l'État, et les convaincre preuve à l'appui de soutenir les réformes de la Constitution. La révision ou les changements de la Constitution, on en parle encore dans ce journal avec le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui a reçu le président du Parti travailliste, Steve Mbikai, pour échanger sur ce sujet. Edith Chala pour plus de précisions. Face à Augustin Kabouya, président haï de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Steve Mbikai, président du Parti travailliste, a expliqué les motivations de son parti politique sur les changements de la Constitution. Il met l'accent sur la suppression des institutions budgétivores et la forme de l'État. Il plaide pour la convocation urgente d'une réunion de l'Union sacrée autour du Présidium afin d'aplanir les divergences, harmoniser les vues et accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans cette démarche. Nous avons fait le tour de la République, on a été dans toutes les provinces, récolté des signatures pour obtenir la révision. Et nous en avions récolté environ 113 000 déposés à l'Assemblée nationale. Donc, quand le chef a dit ça, nous, on a soutenu à 100%. Et nous pétons, on est pour le changement. Nous ne sommes pas dans une église. Un homme politique peut émettre un point de vue. Et ce n'est pas une parole de l'évangile. Je parlais du changement de la Constitution au nom de ma famille politique. Un autre acteur politique peut aussi parler de la révision. Cela ne peut pas nous diviser. Puis si vous voulez bien remarquer, quand l'actualité avait commencé, par exemple au sein de l'opposition, ils ne voulaient même pas entendre parler de la révision. Mais aujourd'hui, ils sont d'accord. C'est pour vous dire que la politique est dynamique. Attendons voir quand le chef va mettre la commission en place. C'est à ce moment-là que nous pouvons apporter nos petites contributions et harmoniser nos petits points de divergence. À la question de savoir s'il s'agira de la révision ou du changement de la Constitution, le président du Parti travailliste pense que la dernière décision reviendra au souverain primaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé à Lobito en Angola à une rencontre multilatérale avec ses homologues des États-Unis d'Amérique, d'Angola et de la Zambie autour du corridor de Lobito. À Kinshasa, le chef de l'État a préparé au match de gala pour la paix en faveur des déplacés de guerre. Un condensé de Pierre Kibambe Somo Issa. Isiro a été la dernière étape du périple qui a conduit le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kalemi et à Buta. La visite de travail du chef de l'État dans ses chefs-lieux de la province du Haut-Tuélé, où il est arrivé en début de semaine en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, a coïncidé avec la célébration sur place du 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse Anorité Ngapeta. Le couple présidentiel a assisté à la célébration eucharistique des commémorations de cet événement. Dans une brève allocution devant les fidèles et les pèlerins, le président de la République a rassuré l'Église catholique de l'engagement du gouvernement à l'accompagner matériellement dans la construction du grand sanctuaire Anorité, modèle de la jeunesse congolaise, a souligné le chef de l'État. L'Église catholique est invitée à jouer sa partition. Elle doit être réellement au milieu du village, a renchéri le président de la République sous les ovations frénétiques de l'assistance. De retour à Kinshasa, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rehaussé de sa présence la première édition de la conférence des femmes d'exception organisée sous son haut patronage à Fleuve Congo Hôtel. Dans son allocution des circonstances, le chef de l'État a réitéré son engagement à faire de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité nationale. Le rôle prépondérant du président de la République, champion de la masculinité positive, a été vivement salué par la présidente de l'association Femmes d'exception, Lydie Omanga. Invitée d'honneur, la première vice-présidente du Sénat de la Côte d'Ivoire a participé à cette conférence. Au palais présidentiel du Mont-Galliema, le président de la République et la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi ont reçu 50 enfants déplacés de guerre dans la province du Nord-Kivu, originaires des territoires de Rutshuru et Masisi. Ces enfants sont venus à Kinshasa faire les plaidoyers auprès des autorités du pays en vue de la restauration de la paix dans leur milieu de vie. Le mercredi 4 décembre, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Lobito, dans la province angolaise de Benguela, en vue de participer à une rencontre multilatérale de haut niveau autour du corridor de Lobito. Le chef de l'État a reçu
sur place ses homologues des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, Angola, Joao Lourenço et de l'Arabie Akaï Chilema, ainsi que le vice-président de la Tanzanie. Il a été question au cours de cette entrevue de redynamiser stratégique du corridor de Lobito soutenu par Washington, projet consistant à relier l'océan Atlantique à l'océan Indien en passant par la République démocratique du Congo. Grâce au corridor de Lobito, l'on pourra facilement transporter les produits miniers, en l'occurrence les cuivres et le cobalt, dans la région. Le corridor de Lobito est bien plus qu'un axe de transport. C'est une opportunité unique d'intégration régionale, de transformation économique et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, a indiqué le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours de la rencontre multilatérale. Il a aussi souligné que la paix et la sécurité dans toute la région demeure primordiale pour libérer pleinement le potentiel du corridor de Lobito. En marge de la rencontre multilatérale, les présidents Joe Biden et Félix Tshisekedi ont échangé en tête-à-tête à Lobito, en Angola. Les corridors transafricains de Lobito, les partenariats économiques et les relations bilatérales entre les États-Unis et la RDC étaient au menu de cette rencontre. Les deux chefs d'État ont également déploré la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le président Biden a encouragé la poursuite de l'engagement en faveur du processus de Luanda pour assurer une résolution pacifique du conflit. À Kinshasa, au stade de Martyr, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à un match de gala pour la paix en faveur des enfants déplacés de guerre de Goma dans le Nord Kivu. La rencontre amicale a mis aux prises l'équipe All Stars de la RDC composée du chef de l'État, d'anciens footballeurs internationaux, d'artistes et d'humoristes et la formation du Variété Club de France. Le match s'est soldé sur le score de 3 buts de la formation française. Un moment fort et mémorable de la partie a été l'entrée en jeu du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi en tant que gardien de but. Il a même réussi un arrêt spectaculaire au sol, suscitant une explosion de joie et des ovations frénétiques dans les gradins. Une participation active du président de la République exprimant toute sa préoccupation face à la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC. Tous les fonds récoltés du match de gala étaient destinés aux victimes de la guerre d'agression. La République démocratique du Congo organise la 26e édition de la Coupe africaine des nations de handball senior dames. Une grande première pour le pays dans le cadre des différentes compétitions africaines, toutes disciplines sportives confondues. En présence du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a suivi la rencontre du haut de la tribune d'honneur, la République du était aux prises avec l'Égypte au cours d'un match qui comptait pour la 6e journée de quart de finale de la CAN Senior Dames 2024. Au terme d'une partie très disputée, l'équipe nationale féminine d'Égypte a eu raison des dames de la RDC sur le score étriqué de 23 contre 22. Une conférence de presse a été organisée lors du lancement du rapport mondial sur le sida à Genève en Suisse. Il s'avère que les inégalités empêchent d'atteindre des objectifs de mettre fin au sida d'ici 2030. Constance Mananga, reportage. On peut en finir avec le VIH-Sida d'ici 2030, mais la voie des droits est idéale, a lancé l'une des intervenantes de la conférence de presse de l'ONU-Sida à Genève en Suisse, victime elle aussi des discriminations et stigmatisations. Cette conférence du lancement du rapport de la Journée mondiale de lutte contre le sida sur la prévention du sida interpelle. Prenez les chemins des droits. Ça l'a chassé de l'hôpital pour mourir à la maison. Plus tard, un autre médecin m'a enlevé l'utérus sans mon consentement. J'ai eu l'impression qu'on m'a volé ma féminité à l'âge tendre de 25 ans. J'ai alors créé la NSS, qui est l'Association nationale de lutte contre le sida au Burundi, qui devient aujourd'hui la NSS Santé Plus. On peut en finir avec le VIH, mais la voie royale, pour y arriver, ce sera la voie des droits. La directrice régionale de l'ONU-SIDA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Bertil Gaongaire, répondant aux questions des journalistes du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement REMAPSEN, a signifié l'importance de mettre fin aux inégalités tout en évoquant les actions faites par les différents bureaux de l'ONU-SIDA pour des questions de droits.
Nous avons des obstacles aussi en matière d'accès au traitement pour les jeunes. Nous avons encore 10 pays dans la région qui disent que pour avoir accès au service de dépistage, il faut avoir au moins 18 ans. Attendre 18 ans pour que l'enfant ait l'information au service de dépistage, c'est un grand problème. Et nous essayons dans la mesure du possible de vraiment faire le plaidoyer. Tous les intervenants à cette conférence de presse ont converti en disant « Ne cédez pas à la lassitude face au sida ». Il est temps d'éliminer le VIH-Sida chez les enfants. Les plus petits doivent avoir également accès au dépistage et au traitement du VIH. Encore une fois, Constance Mananga. La RDC connaît une situation catastrophique de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, PTME, et de l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, ETME, TENE. 40% seulement des femmes enceintes ont accès au service de la PTME, 12% ont accès au dépistage précoce à 6 semaines et 25% d'enfants naissent des mères infectées par le VIH. Et pourtant, si le programme PTME est bien implanté, le taux d'infection doit être inférieur à 5%. Situation dramatique et inquiétante qui risque de faire de l'avènement d'une génération sans sida une utopie. Cette campagne de dépistage de VIH chez la femme, de leur mise en traitement aux ARV et puis le dépistage chez les enfants nés de ces femmes, également l'appui de partenaires financiers qui pourra nous aider à arriver aux objectifs. Il faut donc une campagne de dépistage de leur mise sous traitement ARV et le dépistage des enfants nés de ces femmes pour renverser la tendance, combler ainsi ces gaps. Situation dramatique et inquiétante qui pousse aujourd'hui ECPAF et d'autres partenaires à lancer cette campagne pour sensibiliser les décideurs politiques, pour sensibiliser les bailleurs de fonds, pour sensibiliser toutes les parties prenantes afin que les choses changent. Une campagne qui doit amener tous à s'engager véritablement pour le changement afin de permettre à la RDC d'être au rendez-vous de l'élimination du VIH pédiatrique d'ici à 2030. Sachez également que les jeunes de la cité Mama Mobutu se sont mobilisés pour assainir leur milieu. Cette initiative appelée à s'étendre en RDC fait partie d'un projet dénommé Mbongwana. Bobette Yenga et Papin Bongo pour les reportages. Balai, bêche, râteau et brosse à la main, ces jeunes de la cité Mama Mobutu, dans la commune de Mongafula, se sont engagés d'instaurer une culture dans leur quartier, celle des travaux communautaires d'assainissement de l'environnement immédiat. Chaque vendredi matin, ils se donnent rendez-vous pour assainir leur milieu immédiat à travers un projet pilote dénommé Mbongwana, entendez le changement. Nous sommes réunis ici par rapport à la sensibilisation et puis à l'assainissement à travers le projet Mbongwana, afin d'assainir les endroits que nous habitons. L'initiateur du projet, c'est le chaîne Environ News et qui nous a apporté ces projets. Des mains supplémentaires se sont données à la tâche, question d'encourager ce nouvel élan. J'apprécie beaucoup ce que font ces jeunes et j'ai rejoint l'équipe pour contribuer à la propreté de notre avenue afin d'éviter les moustiques et la saleté. C'est trop rare de voir des jeunes eux-mêmes prendre charge de leurs responsabilités. De telles initiatives, savoir arranger chez soi, on n'attendra pas que cela vienne de quelque part. Je suis jeune, à un moment je serai aussi participatif, je serai là, actif aussi dans ce qu'ils sont en train de faire. Les gens qui habitent sur cette avenue, qui les raisonnent à ces jeunes qui font de tels travaux, qui les raisonnent pour eux, ils sont en train d'exécuter quelque chose qui amène les gens à bien réfléchir. Pour pérenniser ce projet, Jonathan Ngoma, leur encadreur, pense qu'il y a nécessité d'un accompagnement des autorités locales. La ville de Kinshasa est sale.
si la jeunesse vraiment s'intègre à l'assainissement de la ville de Kinshasa, on peut aussi voir des changements. Et vu que nous sommes nombreux, la jeunesse vraiment nombreux, 70% c'est déjà trop. Nous demandons aux autorités ou les habitants du quartier Maman Mobutu, les notables, de nous soutenir. Et surtout sur le plan des sensibilisations, ça sera une bonne chose. Ça demande aussi des moyens matériels, financiers et puis moraux, ça va nous booster. Face aux défis, il faut oser innover pour des solutions durables. Ces jeunes visent au final la gestion des déchets et la fabrication des dallettes. Il faut changer les choses avec un peu de volonté. Mbongwana, porté par les jeunes, vaut la sensibilisation pour inciter la population locale à la culture d'assainissement de son environnement immédiat. Mbongwana est un projet exécuté en phase pilote dans 3 communes de la ville-province Kinshasa. Et puis, lancement campagne de prévention contre le VIH-Sida, une campagne organisée par le PNMLS en collaboration avec le ministère de la Santé, du Genre et des Droits Humains avec comme thème « Le VIH est toujours là, finissons-en ». Le détail avec Nicole Sessep et Papine Bongo. Cette campagne de 6 mois sur l'ensemble du territoire national a pour objectif de redynamiser l'engagement des différents acteurs engagés dans la lutte contre le VIH-Sida avec une communication digitale dans tous ses formats pour faire passer les messages de sensibilisation et de prévention pour une génération sans sida à l'horizon 2030. Elle est une réponse aux préoccupations de la société civile et les communautés locales sur la sensibilisation contre cette pandémie. Au cours de cette cérémonie de lancement, les différents intervenants, dont le PNLS, l'ONU-SIDA, Vodacom Congo, les ONG de la société civile et les PNMLS, ont sollicité l'accompagnement des médias. Les dernières informations que nous avons après les enquêtes montrent que notre jeunesse, et nous-mêmes avec, nous sommes en danger. Nous sommes en danger parce que moins de 20% des jeunes connaissent le sida. C'est vrai, c'est un problème de génération, mais l'action doit être renouvelée, sinon notre avenir est en danger. En République démocratique du Congo, 80% des jeunes âgés de 15 à 25 ans n'ont pas de connaissances sur le sida. Voilà pourquoi cette campagne de prévention sera fondée sur l'éducation et les droits humains pour mettre fin au sida comme problème de santé publique dans notre pays. Le personnel de l'Agence des zones économiques spéciales était en formation sur les procédures nationales de passation de marché, formation assurée par l'autorité de régulation des marchés publics. C'est un commentaire d'Yvette Mankoutima sur ces images de Guilain Kassou. Après la signature du contrat de partenariat entre l'autorité des régulations de marchés publics et l'Agence des zones économiques spéciales, les agents et cadres de l'ASES, de la cellule de gestion des marchés publics et autres services rattachés aux finances ont bénéficié de 10 jours de formation de renforcement des capacités sur les procédures de passation et exécution des marchés publics. Le directeur général adjoint de l'ARMP, qui a procédé à la clôture de cette session de formation, est revenu sur les missions dévolues à leur structure. C'est une des missions de la nouvelle direction générale, c'est de donner le plus de formations possible pour réduire le nombre de fraudes dans le secteur. Pour sa part, le directeur général de l'ASES, Guy Bolandamenga, parle des attentes à travers cette initiative de renforcement des compétences. Disons au cours des années à venir que nous puissions être comptés parmi les structures de l'État qui excellent. C'est vraiment ça notre vision. Nous sommes là pour accompagner les chefs de l'État qui a pris l'engagement de diversifier l'économie du pays et qui parle de la diversification de l'économie. C'est parler de la transformation locale des produits, c'est parler de l'attraction des investisseurs. Satisfait des récipiendaires pour cette initiative qui est une valeur ajoutée dans l'exercice de leur profession en vue d'un perfectionnement. Pour une optimisation des résultats, l'ASES doit assurer la pérennité de la formation de son personnel. Le président de la République a participé à une messe célébrée pour le 60e anniversaire de la bienheureuse Anouarité Nengapeta. Regardez. Vous avez voyagé par avion,
par véhicule, par moto, par vélo et même à pied, en signe d'amour pour les merveilles que Dieu a accomplies dans la vie de celle qui fait la fierté de notre race et de notre peuple. Que ce Dieu de toute puissance et de bonté vous bénisse infiniment et vous garde toujours dans son amour. Merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, ici présent, pour tout effort fourni au bénéfice de la réussite des manifestations tirant à leur fin et en particulier pour la contribution financière à ce niveau. Que le Très-Haut vous bénisse et vous guide dans votre tâche de mener au beau port la destinée de notre cher et beau pays. Message de son Excellence Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque de Lubumbashi et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de la mort de la bienheureuse Anouarité. Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Distinguée Première Dame Denise Nyakero, nous voulons avec déférence exprimer notre profonde reconnaissance à l'égard de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, pour sa présence dans ce lieu, tout à l'honneur de la bienheureuse Anouarité, et pour sa contribution morale et matérielle qui ont permis de rendre plus viable et accueillante l'Église dédiée à notre bienheureuse martyre. Ce, en plus du financement des projets sociaux à impact visible dans 47 diocèses de notre pays, dont la 3e tranche est annoncée au cours de ce mois. Nous vous prions, Excellence, Monsieur le Président de la République, d'agréer nos remerciements pour votre bienveillante attention. Votre présence ici montre combien l'événement que nous célébrons est de grande portée, non seulement ecclésiale, mais aussi sociale et nationale. Fin de ce journal de Marthe Mangaza et de Ramadan Poki réalisé par Pascal Essisso. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à la RTNC. Retrouvez Rika Bamba à 13h30 pour un autre journal. Bon dimanche chez vous.